L'air du temps décortique les points majeurs de l'actualité. Le suicide tragique d'un Sénégalais pendant sa garde à vue à la police, le rassemblement du M2D et le défi de l'unité de l'opposition sénégalaise, la réorientation de l'opération Barkhane et ses conséquences. Alassane Samba Diop reçoit Ahmad Soumaré, spécialiste en intelligence économique, et Mbaye Sylla Khouma, économiste. L'air du temps, dimanche 13 juin 2021, de 10h à 11h sur e-Radio, la radio de l'information certifiée. Merci d'être à l'écoute de l'Air du temps. Bienvenue à votre émission. Nous avons aujourd'hui comme invité Ahmad Soumaré, qui est un spécialiste majeur de l'UE, l'intelligence économique. Ahmad Soumaré est le père de l'intelligence économique et développement en Afrique, aussi au Sénégal. Il est aussi le président de SOPEL International et du Centre africain de la nouvelle économie, CAN, Executive Education. Nous sommes aussi avec Mbaye Sylla Khouma, on ne le présente plus au Sénégalais. Mbaye Sylla Khouma est un économiste qui travaille sur des questions de développement. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, cette semaine, l'actualité est très fournie concernant aujourd'hui nos prisons. De plus en plus, des jeunes meurent dans les prisons sénégalaises. Souvent à la police. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été révélés ici au Sénégal avec Abdoulaye Wade Yingou. On a vu sur le cas de Malick Ba, entre autres, qui n'ont pas été très clairement élucidés. Aujourd'hui, les Sénégalais sont assez inquiets par rapport à la gestion des prévenus dans les prisons et surtout au poste de police. Ahmad Soumaré, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qui s'est passé? Parce que la RADDHO a sorti un communiqué en disant qu'ils vont saisir le procureur pour qu'une enquête soit faite, pour que les choses soient clarifiées. Depuis que les choses se sont déroulées, ce suicide qui a été annoncé par la police, c'est la police qui dit qu'il y a un suicide, il n'y a pas encore une enquête qui a été ouverte, la police n'a pas encore communiqué de façon claire pour dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup Alassane, donc merci aussi à vos auditeurs. Je pense que cette question est une question cruciale dans la mesure où il y a un problème de droits de l'homme qui se pose. Un détenu, peut-être qu'il a dévié dans la société, mais il a des droits et des devoirs, et ceux qui l'encadrent aussi ont des droits et des devoirs vis-à-vis de ce détenu. C'est vrai que donc il y a une visualisation par caméra au niveau de certains espaces là où se trouvent les détenus. Donc sur l'affaire dont vous avez parlé, et là par exemple, le gars s'est suicidé, on a fait l'autopsie, comme quoi que c'est un suicide, mais on l'a enterré. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de contre-autopsie. C'est fini. Parce que quand on autopsie quelqu'un, si la famille veut faire la contre-autopsie, là, il faut que le corps soit conservé. Mais si le corps est déjà enfoui, c'est fini, il n'y a plus de contre-autopsie. Donc l'enquête s'arrête là. Ils vont se baser sur l'autopsie qui a été faite, comme quoi qu'il s'est suicidé. Et ça s'arrête, c'est fermé. C'est ça, malheureusement, le problème qui se pose. Mais ici, trop de suicides, entre guillemets, dans nos commissariats. La famille de Abdou Faye n'est pas d'accord avec la thèse qui a été avancée par la police. Alassane, merci beaucoup. J'en profite aussi pour dire bonjour à M. Soumaré et saluer tous les auditeurs de la e-radio, e-média, e-TV. Et vous remercier donc pour encore cette invitation. Merci d'être venu. Que vous nous faites, c'est moi. Moi, je pense que certainement que la police doit être très embêtée. Je ne sais pas ce qui va se passer en termes d'enquête intérieure, mais vous savez, en fait, une garde à vue, c'est quelque chose de précis, c'est quelqu'un qu'on garde à vue. Et si vous remarquez que dans tous les commissariats du monde, quand vous visitez, la cellule je peux appeler ça une cellule, mais c'est presque une grille, où les personnes sont gardées en vue, mais permettent d'être effectivement à portée de vue, 24/24. C'est ça la raison en fait. Parce que c'est une personne qu'on confie à la police, parce qu'elle est censée aller peut-être dire des choses au procureur, qu'elle seule sait et dont le procureur a besoin. Donc cette garde à vue, c'est quelque chose effectivement qui doit être de manière, comme le dit son nom, une personne sur laquelle on a une vue 24/24, dans ses faits et ses gestes. Donc c'est que la personne se suicide et que c'est a posteriori qu'on le sache, c'est quelque chose d'extrêmement gênant pour la police. Je sais que généralement les rapports et les enquêtes internes administratives ne sont pas connus du public, mais il y a un gros malaise, certainement, parce qu'en fait, le monde est devenu un village planétaire. Tout ce qui se fait au Sénégal est su partout. Les organisations des droits de l'homme, comme vous dites, comme la RADDHO, on dit non, on veut savoir.
comme dit M. Soumaré, la précipitation avec laquelle tout s'est passé en termes d'autopsie, enterrement, fait que peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais moi, mon problème, c'est si on est capable d'avoir des caméras dans Dakar, partout, dans toutes les rues de Dakar, on devrait pouvoir avoir des caméras dans, je pense, les commissariats de police, pour pouvoir effectivement suivre une personne gardée à vue, même si elle va aller aux toilettes, si elle va aller se doucher, pour qu'on ait toujours un regard sur cette personne-là. Si elle demande d'aller aux toilettes, elle doit l'accompagner. Accompagner, ou surveiller, dans tous les cas de figure. Et ça pose vraiment un problème. Et j'ai entendu le communiqué qui a été fait par la RADDHO, j'ai lu la déclaration qu'a faite M. Tine à l'UNE, et je les comprends. Parce que comme dit M. Soumaré, un détenu, une personne, un délinquant, quelles que soient effectivement les raisons pour lesquelles on le poursuit, a des droits. Et ces droits doivent être respectés. Et je pense que dans cette situation-là, la police n'est pas à l'aise, quoi qu'on dise, elle est embêtée. Voilà. Mais toute personne, tout Sénégalais peut être supposé être gardé à vue. On ne sait jamais. Dans le cadre de ces activités, on peut se retrouver dans les grilles d'un commissariat en attendant que le procureur vous entende sur tel ou tel sujet. C'est pourquoi les gens sont inquiets qu'il y ait autant de suicides, entre guillemets, dans les polices qui ne sont pas élucidés. Après, les dossiers sont enterrés, on passe à autre chose. On a l'impression que la valeur de la vie humaine n'a pas de valeur dans ce pays. Exactement. Vous savez qu'en matière judiciaire, en matière de justice, tant que vous n'êtes pas condamné, vous êtes innocent. Garde à vue, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de quoi que ce soit. C'est ça, on doit respecter vos droits. Donc vous êtes innocent tant qu'on ne vous a pas jugé et donc vous condamnez. Absolument. Là, vous êtes un lambda. Mais un lambda, on vous garde donc à vue, comme donc on le dit, on a besoin donc de vous préserver par rapport donc, à l'enquête qui va se faire pour déterminer si vous êtes innocent ou si vous êtes donc condamnable. Et par rapport à la peine. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, comme je dis, on est dans un pays où les droits de l'homme, entre guillemets, parce que bon, il y a beaucoup de... C'est galvaudé le terme droits de l'homme, on met tout dedans. Les droits de l'homme, entre guillemets, vos droits en tant que citoyen ne sont pas respectés au niveau de la justice. Et même ce qui, au niveau de la justice, quand je parle de la justice, c'est beaucoup déjà au niveau des... ceux qui doivent préserver les forces de l'ordre. Quand vous êtes à la police, pas au niveau judiciaire, au niveau de la police déjà. Donc le problème c'est que même ces personnes qui sont en charge donc, de certains faits ne sont même pas conscients parfois des obligations qu'ils ont vis-à-vis des personnes avec lesquelles ils arrêtent. Que vous arrêtez dans la rue, ils ne sont même pas conscients, même s'ils sont en tenue, ils ne sont même pas conscients de leurs limites. Même au niveau de la parole, au niveau de certaines façons d'agir, ils ne sont même pas conscients parfois des actes qu'ils posent. C'est quoi, c'est un problème de formation? C'est un problème de formation, parce que je veux dire que quand on est, par exemple, policier, il y a beaucoup de choses où il faut beaucoup faire attention. Si vous êtes bien formé. Si vous êtes bien formé. Donc ici, un policier, il peut vous engueuler. Il n'a pas le droit de vous engueuler. Il vous arrête pour un fait supposé, il doit le justifier et donc le juge doit justifier que vous avez raison ou vous avez tort. Mais c'est pas lui, il ne fait pas justice lui-même. Le problème qui se pose, c'est que vous, lorsque vous engueulez un policier, vous avez fait un outrage. Outrage à magistrat. Parce que lui, il fait son travail. Mais lui, il n'a pas le droit aussi donc, d'avoir des écarts de langage vis-à-vis de vous. Mais certains policiers, en commençant cette émission, certains nous ont contactés en disant aussi, oui, on nous demande beaucoup trop aussi. Il y a des ratios qui ne sont pas respectés au Sénégal, il y a le point de la formation qui n'est pas très rigoureuse. Il parle aussi du fait de surcharge de travail dans les commissariats. Oui. Un policier, pendant toute la journée, celui qui fait le travail, il est surchargé, il ne peut pas garder aussi 15-20 dans une cellule à lui seul. Oui, comme disait M. Soumaré tantôt, c'est vrai que la question que vous soulevez, elle est réelle. La question du sous-effectif, elle est réelle. Je pense que nous sommes dans les ratios des standards mondiaux, donc dans la limite inférieure. On est donc dans la moitié de ce qui doit être effectivement fait en termes de nombre de policiers par habitant. Et donc je comprends aussi que le gouvernement dit on va peut-être renforcer le corps, mais renforcer le corps en quantité, ce n'est pas suffisant. Qualité, oui. Il faut aussi le renforcer en qualité.
Moi, vous savez, j'ai porté l'uniforme, j'étais très jeune, j'avais 12 ans, quand je suis parti au Prytanée militaire. Donc moi, l'uniforme ne peut pas m'impressionner. Je sais que c'est juste un habit que quelqu'un porte pour se différencier. Et parfois, certaines personnes pensent que le port de l'uniforme leur donne des droits afin qu'ils n'ont pas. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vue il n'y a pas longtemps entre un policier et un taximan. Le taximan est arrêté par la police, qui lui demande ses papiers. Vous savez, quand un policier vous arrête, il ne vous demande pas tous vos papiers. Il vous les demande un à un. La carte grise, vous donnez. Permis. L'assurance, vous donnez. Le permis, vous donnez, tout. Et normalement, le policier doit vous redonner vos pièces dans cette logique-là. Mais le policier lui a rebalancé tout. Et le taximan lui a dit, vous n'avez pas le droit. Mais il lui a dit, allez vous plaindre là où vous voulez. Mais ça pose effectivement un problème, d'attitude. Et cette attitude-là, normalement, on doit effectivement l'inculquer aux forces de l'ordre dès l'école de police. Exactement. Pour que la personne sache que l'uniforme n'est pas fait pour faire peur. L'uniforme est fait pour rassurer. Vous voyez, même dans les pays développés, c'est quand vous êtes en danger, quand vous cherchez quelque chose, vous vous dirigez vers le policier. Pour dire, je suis perdu, je cherche telle rue, et c'est avec gentillesse que la police va vous dire, bon, cette rue, vous êtes trompé, repartez derrière vous, empruntez telle rue, passez à gauche, passez à droite, parce que l'uniforme est fait pour rassurer, pas pour faire peur. Mais j'ai l'impression que certaines personnes, dès qu'elles portent l'uniforme, pensent qu'ils sont Dieu le Père. Elles se trompent. Mais il y a aussi les populations aussi qui ont un comportement aussi vis-à-vis de force de l'ordre aussi, qui ne sont pas respectables aussi. Parce qu'il y a certains citoyens aussi qui se comportent mal avec la police aussi. Absolument. Ils leur parlent mal, ils se comportent mal. En pensant que aussi, au nom des droits de l'homme, qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Même dans les manifestations, on voit certaines populations se comporter de façon pas respectueuse avec la police. C'est pourquoi je disais droits de l'homme entre guillemets. Parce que si d'un côté, donc il y a des abus, de l'autre côté, les abus se répètent. C'est clair. Les abus se répètent parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société globale avec les médias partout. Les jeunes, ce qu'ils voient à la télévision, sur les réseaux sociaux, donc ils ont une idée de que ça peut se reproduire chez nous, pourquoi pas. Le problème qui se pose, c'est que le respect, il est réciproque. Si tous les policiers étaient bien formés, je connais comment ils sont formés, la plupart, donc cette formation, ils ne la reçoivent pas. Vous voyez même des ASP qui se permettent parfois d'avoir des comportements de policiers. Oui, je veux dire. Donc, un ASP ne doit même pas vous demander vos papiers. Il peut verbaliser les... Non, il n'a même pas le droit de demander des papiers. Il n'a même pas le droit, ce n'est pas son truc. Il ne doit pas être là où il n'y a pas un policier. Le problème qui se pose, c'est que, c'est vrai, il y a un problème d'effectif, mais il y a un problème d'information sur ses devoirs. Mais l'information là, elle n'est pas faite. Ce qui fait que la personne, tu vois, un ASP, les ASP maintenant, leur tenue, c'est comme des policiers, ils se prennent pour des policiers. Ils ont les mêmes tenues que les policiers. Mais il y a aussi le comportement des citoyens aussi. Non, les citoyens, je veux dire que le citoyen lambda, comme je dis ici, on est dans un pays où l'indiscipline est une règle de vie. Vous voyez, donc vous restez devant, par exemple, le carrefour à côté. Vous regardez les gens traverser, pas sur le passage clouté, directement comme des moutons. C'est incroyable. Ils s'en foutent. Et pourtant, parfois, il y a l'agent qui est là, il ne les regarde même pas. Il passe même pas par... Je ne sais pas pourquoi on fait les passages cloutés. L'indiscipline, c'est un mode de vie dans ce pays. La première fois quand je suis retourné ici, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette façon d'indiscipline notoire. Les gens qui roulent à 2 à l'heure, le taxi, ils roulent à 2 à l'heure, ils créent des embouteillages parce qu'ils cherchent des clients. Ils s'en foutent que Ils s'arrêtent n'importe comment, n'importe où. Non, mais je dis qu'ils s'arrêtent comme il veut, quand il veut. Il ne se soucie pas des fils qui attendent derrière, il attend son client. Il y a des problèmes parfois de comportement qu'il faut gérer. Et ça, c'est dans l'éducation. Un peuple qui n'est pas éduqué, il ne peut pas avoir de performance. Ça, il faut pas, c'est pas l'argent. C'est l'éducation qui fait élever une société. C'est l'éducation qui fait élever une société. C'est l'éducation qui fait élever une entreprise. Si les gens ne sont pas éduqués, ils ne peuvent pas s'élever. Ici, le problème, c'est ça. Parce qu'on se rend compte que n'importe qui, au lieu de faire les passages cloutés, il passe à l'intérieur du rond-point. Et ça, c'est sidérant. Mais le fond du débat, c'est l'éducation alors. C'est l'éducation. En fait, de fond. L'uniforme ne peut pas changer l'attitude de la personne, ou l'état d'esprit. Si elle n'est pas éduquée, oui. Non. On n'y peut rien. La personne qui est mal éduquée
vous lui mettez un uniforme de gendarme, de police, de sapeur-pompier, intrinsèquement, elle est mal éduquée. C'est pas l'uniforme qui va la changer. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de système de valeurs Absolument. qui s'est complètement rompu dans ce pays. Depuis la famille jusqu'à l'école. Ouais, Et absolument. en fait, c'est ça en fait qui me fait peur, moi. Il y a des choses que dans ma génération qu'on n'osait faire ni dans la famille ni à l'école. Absolument. Parce qu'en fait, il y avait des éducateurs. Exactement. À l'école, on vous éduquait. Dans la maison, on vous éduquait. Mais tout ça est en train de partir en vrille. Bien sûr. Et donc, ce qu'on a, c'est donc ce microcosme qu'on a au niveau de la société. Mais malheureusement, on est en train de le retrouver au niveau, effectivement, des... Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience, justement, que l'éducation est à terre dans ce pays? Est-ce qu'on parle de plan Sénégal émergent? Les gens estiment qu'il faut un plan Sénégal Il éducation. faut un plan Sénégal éducation majuscule. On ne réussira rien avec l'état d'esprit que je vois. Jamais. C'est pas possible. Vous faites les meilleures infrastructures. Si les personnes ne sont pas capables de respecter, Ils vont les casser. ils vont les casser. sûr, Respecter ils ce qui appartient au public, ce qui vous appartient. c'est Moi, bien. j'ai vu les scènes à l'université récemment. Ouais, catastrophe. Mais c'est inimaginable. Mais de notre temps, on ne peut pas imaginer que dans le resto, vous puissiez balancer des aliments, les piétiner. Mais c'est terrible. Encore que si on m'inquiète, c'est même que tu ne manges pas le soir chez toi. Mais ce sont des gens comme nous, comme C'est moi, un pauvre pauvres. type, ouais. Oui, c'est des gens pauvres, viennent effectivement du village comme moi, qui sont très pauvres, qui ont ce comportement. C'est inacceptable. En fait, on va dans le mur. Parce Et que moi, c'est- je le dis sur ma page, attention, attention. Ce que je vois là est un danger. Parce que si dans un pays, ces valeurs fondamentales qui régissent effectivement les relations, les Civisme, rapports oui. entre les anciens, mais moi, parfois quand je vois des jeunes sur les réseaux sociaux insulter de manière extrêmement vile des personnes qui peuvent être leur papa, vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, ces jeunes sont capables de le dire à leurs propres parents. Ouais. Bien sûr. Mais il y a en fait une cassure profonde dans l'éducation, dans le système de valeurs qui était donc civisme, transmise voilà. aux jeunes dès le plus bas âge, Exact. qui faisait que toute personne plus âgée que vous, vous la respectiez tout de suite. C'est-à-dire, vous sortez nous qui sommes nés du village, mais quelqu'un vous appelle pour vous envoyer, vous ne savez pas, vous allez tout de suite répondre parce que Absolument. c'est le grand qui vous a envoyé. C'est l'aînesse. Et il avait aussi un droit de protection, un devoir de protection, mais il avait effectivement des droits sur vous D'aînesse. pour vous faire des tâches. Autant il vous protégeait, autant effectivement vous demandiez de faire certaines tâches et vous les acceptiez. Le droit Mais d'aînesse. cette chaîne-là a été rompue. Et quand je vois au niveau de l'éducation, parce que vous savez, je pense qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on refasse un peu au niveau de l'éducation la sélection Ouais, absolument. du corps enseignant. Tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de nombre. Recruter 5000 enseignants, comme on dit, au pied levé, sans s'assurer que ces personnes La qualité. ont la qualité, ont les valeurs pour pouvoir être des enseignants, c'est effectivement pour remettre juste, je pense, la situation à l'envers. Encore que dans ce pays, on n'a toujours pas fait le bilan Non? du système de volontariat, de vacatariat dans l'éducation. Quels sont les dégâts que ça peut Mais causer? c'est parce Même que- si ça a permis une scolarisation, mais quels sont les impacts? Mais quelle scolarisation? Demandez à moi, je reçois parfois des documents écrits par des gens qui te disent niveau maîtrise. J'écrivais mieux au CM2. Ouais, c'est une catastrophe, oui. C'est une catastrophe. Vous le savez même dans votre métier. Bien sûr. Vous le savez, vous Ah êtes oui, censé être les personnes nous en vivons. voilà, les jours. normalement, qui il faut détiennent regarder la presse. la qualité, évidemment, dans Faut l'écriture. et regarder dans, les coquilles dans la presse et dans locale, ouais, mais c'est fou. C'est hein. terrible. c'est terrible. Je pense qu'il y a ce problème d'éducation, mais c'est beaucoup plus pour moi, je pense, que le problème du curricula. C'est-à-dire que J'allais venir à s'il ça. n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de citoyenneté. Il y a C'est rien. qu'on se plaint sur l'éducation à l'école, c'est la même chose sur donc, la citoyenneté. Parce que, donc, Dans tous les secteurs du pays. c'est-à-dire tous les que secteurs. la citoyenneté, ça veut dire que lorsque on ne peut pas comprendre un universitaire qui est parti jusqu'à l'université enseignement supérieur, avoir un comportement nihiliste complètement de casser les biens publics parce que on lui a pas donné ça Mais que- à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un bien public Que ça lui à tout le appartient. monde? Non, il ne le sait pas. Il C'est ne le ce que sait j'ai dit. pas. La citoyenneté, de savoir que quand je vais casser,
Ça n'appartient pas à ce Mais politicien. tu vas payer avec tes impôts. Non, mais parce que le problème qui se pose, c'est que personne ne paye des impôts ici. Donc le problème qui se pose, ils ne savent même pas que... Non, les prix vont augmenter. Quand tu casses, bien augmenter sûr. les prix. Oui, mais eux, ils ont... Mais tu vas payer, hein, tu vas aller au marché payer la carotte plus chère que ce que tu avais acheté. Ils ne savent pas. Et c'est ça Ils le ne danger. savent pas, parce qu'il faut les informer. Ils ne savent pas. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'on ne les a pas appris depuis le... Moi, quand j'étais à l'école, on t'apprend. L'éducation civique, c'était dans le programme. Absolument. L'éducation civique. C'est le seul secteur qu'il faut renforcer dans ce On pays-là. t'apprend qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce que c'est que la service civique national. Qu'est-ce que c'est que le service. Voilà. Le problème, c'est que la personne, au sortir de là, il sait ce que c'est que le civisme. Mais il n'y a plus de civisme. Est-ce que justement, on ne doit pas donner beaucoup plus d'envergure au service civique national, le militariser à la limite, donner ça à l'armée et dire aux jeunes qui veulent avoir du travail, il faut qu'ils fassent un service militaire, minimum 3 mois. Vous prêchez un converti, moi je l'ai écrit, pour je l'ai éduquer défendu. les gens. Je l'ai Exactement. défendu. Il faut que les gens repassent effectivement dans ce qui se faisait de bien. Ce service civique national, il aura un double effet. Les gens se sentiront responsables pendant au moins 1 an vis-à-vis effectivement de tâches qu'on leur confiera, que ce soit du reboisement, que ce soit du pavage, que ce soit effectivement des tâches d'intérêt public. Ils vont savoir qu'ils peuvent être utiles à leur pays. 2, ils vont apprendre à vivre en groupe. Ça crée des liens. Ça crée des liens, à se respecter, à comprendre ce que c'est que la notion de responsabilité. Mais si on ne reprend pas la jeunesse, parce qu'en fait, l'avenir de l'Afrique, et on va en parler bientôt, c'est les enjeux de 2050, la population va doubler. C'est un gros avantage si nous savons effectivement en tirer profit. Si nous le faisons passer une bombe. Exactement. Mais déjà, ici, les gens disent même que si les jeunes sont formés au service civique national, ils pourront même, dans ce qui se passe dans la sous-région, en termes d'insécurité, si le pays est touché, le Sénégal est touché, ils pourront réagir. Bien sûr. Parce que le Burkina a été obligé de lâcher des volontaires. Mais bien sûr. Et c'est les premiers qui les ont tués. Mais bien Parce qu'ils ne sûr. savaient pas manipuler les armes. Donc quand les jeunes seront formés à manipulation d'armes en étant truc, si le pays est touché, l'armée peut mobiliser ses volontaires. La force d'Israël, c'est cela. Oui. Exactement. L'effectif militaire peut être triplé Oui, parce que du jour au lendemain à cause de la réserve. Réservistes, oui. Réservistes. Parce que, ils savent que défendre la patrie, c'est presque une chose donc, religieuse chez eux. Normal. On a quand même de l'argent pour former les jeunes hein, dans les services militaires. Hein. On peut. C'est une question de choix. Regardez Moi, j'ai fait les le calculs. Mali aujourd'hui. Lorsque le Mali explose, tous les jeunes Maliens sont au Sénégal. Ils fuient. Oui. Tout le monde s'en va. Non, Il y a dans les rues de Dakar, on voit plein de jeunes Maliens et pourtant leur pays est en train de brûler. Ils s'en foutent parce que le civisme, eux, Ils quand n'ont pas ça de fait, forme, hein. ils ne sont pas concernés. Moi, j'ai une fois Il lu faut laisser ça aux effectivement autres. quelqu'un dire, un jeune Malien écrit que si tu meurs pour le Mali, c'est que tu es mort pour rien. C'est extrêmement grave. C'est grave, ouais. Civisme. Ouais. C'est grave. Il a écrit sur sa page Civisme, il n'y a Facebook. rien. Zéro. Il a écrit en Bambara. Peut-être qu'aussi l'élite malienne n'a pas montré aussi une capacité de gérer leur pays qui fait que c'est des élites corrompus, qui bouffent l'argent du pays, la Mali ne les intéresse pas, ça, ils c'est volent pas- l'argent. c'est pas le Mali, hein, Est-ce que c'est partout, pas c'est ça qui pareil. fait que les Mais jeunes ne se sentent j'ai pas l'im- maliens j'ai l'im- parce que l'argent de l'élite qui devait montrer la bonne voie, c'est mal comporté J'ai aussi. l'impression que c'est même une situation presque Sous-régionale ou africaine. Sous-régionale, Hein? partout, ou africaine. C'est pas seulement le Mali. Où il y a une sorte de cassure entre Le le politique citoyen et les politiques. voilà, et les politiques. Et ça, c'est cette rupture de confiance. Ben, on peut effectivement épiloguer longtemps. Elle est là et il faut effectivement la corriger. Il faut qu'on redonne du sens, de l'intérêt, du respect à la parole publique. Absolument. Civisme, patriotisme. Très important. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, si maintenant, chaque fois que quelqu'un parle, on dit, ah, parole de politicien, c'est extrêmement grave. Et c'est malheureusement ce à quoi on assiste de plus en plus quand les personnes publiques parlent, les gens disent, bof. Aminata Sow Fall l'a si bien écrit, l'a si joliment écrit dans son dernier livre qui s'appelle L'Empire du mensonge. Où tout est devenu mensonge aujourd'hui dans ce pays, Bien en sûr. Afrique. Les gens mentent froidement, Bien avec beaucoup d'aplomb. Il y a un livre qui s'appelle Believe Me, I'm Lying. Exact. C'est la même chose, effectivement. Exactement. Et on est arrivé dans une sorte où nous nous mentons tous à nous-mêmes. Apparemment, et on se complaît dans ça. On adore. Exactement. On adore Je mentir. mens au moment, donc ok, c'est bon. C'est presque un jeu à somme nulle, mais ça m'arrange. Exactement. Mais c'est extrêmement grave. Ouais. Dimanche, Ouais. 13 juin 2021, vous êtes
à l'ère du temps. Nous recevons avec beaucoup de plaisir Mbaïsi Le Khouma et aussi Ahmad Soumaré qui est spécialiste en sciences économiques. Le deuxième point de notre débat, c'est la marche du M2D qui a été dans les rues à Dakar, qui ont dit qu'aujourd'hui, il faudrait que Macky Sall revienne à de meilleurs sentiments, respecte aujourd'hui sa parole qu'il avait donnée au Khalife général des Mourides concernant la gestion du pays. Quelle analyse peut-on faire cette marche, Ahmad Soumaré? Je pense que le fait de demander ses droits et la démocratie, c'est tout à fait normal. Et je loue vraiment donc ce mouvement de jeunes qui veulent donc s'impliquer dans l'accompagnement donc de la vie sociale au Sénégal. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Ce que je déplore vraiment, c'est certaines façons de faire des amalgames. Il est certain que ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas une bonne image de ce qu'on voit depuis le mois de mars, bien avant même le mois de mars. Donc ce qu'on voit au Sénégal, c'est qu'on a une classe politique donc, qui est là et qui fait des jeux de passe-passe. Je pense qu'il y a 2 ans de ça, nous en avons parlé. Oui. Nous en avons parlé lorsqu'on parlait des élections au niveau comment ça s'appelle, de l'Assemblée nationale. Je vous avais dit qu'on est tenu en otage par des politiques qui décident des lois et des choses par rapport à ce qui les arrange. Quand vous regardez tout ce qui se vote, eux, ils ne s'oublient pas dans ce qui se vote pour des émoluments. Ils ne s'oublient pas. Donc, ils ne font rien du tout. Ils sont toujours absents. À l'Assemblée nationale, c'est vide, mais ils ne s'oublient pas dans des privilèges. Et donc, quand vous voyez le budget du Sénégal, la répartition que vous faites le secteur public, ça ne va que aux députés ou aux trucs des gens qui sont dans le gouvernement ou le truc. C'est lamentable. Et le problème qui se pose, c'est qu'il y a des choses. Tout à l'heure, on parlait de politique. Quand quelqu'un veut avoir l'ascenseur rapide, il va laisser tomber l'emploi, il va aller faire la politique. Et les dénonciations du M23 par rapport à la gestion du pouvoir en disant que le président Macky Sall n'a pas droit à un 3e mandat et qu'il est en train de manœuvrer pour chercher un 3e mandat, que sa tournée économique, c'est une tournée politique. Non, même, c'est-à-dire qu'il peut faire ses tournées économiques, comme on le dit, il peut faire ses tournées, même si c'est politique, ça le regarde. Le problème qui se pose, c'est qu'on l'a élu pour un certain délai. Donc, il ne peut plus se représenter, c'est clair, net, précis. Mais s'il veut le faire, donc c'est au risque dépendant de pouvoir amener l'insécurité. Mais les textes sont clairs, net, précis. Ça, on ne discute même plus de ça, je pense que c'est très clair. Si maintenant, il y a des bis ou des trucs politiques, c'est que je me dis, il y a un problème dans ce pays. Le problème qui se pose, c'est qu'on a un problème de déontologie, on a un problème de valeur, on a un problème où on n'a aucun respect. J'ai dit aucun respect avec A majuscule vis-à-vis des citoyens. Parce que ce que je vois, moi, autour aujourd'hui, avec du recul, je me suis dit, mais c'est déplorable, il vaut mieux refaire ses bagages et partir, parce que si je vois ces gars-là, si c'est eux qui veulent nous diriger, c'est que nous sommes morts. On est comme au ras du sol, parce qu'ils n'apportent rien en valeur ajoutée dans donc, le mouvement mondial, dans le développement qu'on veut apporter, dans le respect qu'on veut donner dans nos pays. Je veux dire que le fait de faire la démocratie, c'est une chose. Le fait de dire maintenant, il faut libérer tout le monde, ça c'est autre chose. Les détenus politiques qui sont uniquement politiques, c'est certain qu'on doit les libérer. Mais si quelqu'un vient casser ta maison, vous n'êtes pas un représentant politique, même si vous étiez représentant politique. Cette personne-là, on ne doit pas le faire, donc le même truc que... Non, ça c'est anormal. On ne vient pas casser chez moi et que c'est normal parce que je suis affilié à tel ou tel. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis dans aucun de ces partis, mais il faut faire les choses dans les règles du droit. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de neutralisation entre les deux pôles. Oui. Il y a eu quand même 14 morts. Ouais. Jusqu'à présent, on a annoncé une commission d'enquête indépendante pour aller voir des choses. On ne voit jamais cette commission venir. Exact. Le gouvernement qui l'avait annoncé, on ne voit pas qui compose la commission. On a l'impression que c'est comme en 2012, que ceux qui sont morts dans les manifestations, c'est fini, c'est perdu pour eux. C'est comme en Côte d'Ivoire, où Gbagbo va revenir, il y a eu 3000 morts. Apparemment, personne n'est responsable. Absolument. Et ça, en fait, c'est le gros problème. C'est la trop forte politisation de tout ce que nous faisons. Et moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que les élections municipales, c'est dans 8 mois. Nous avons des enjeux économiques extrêmement importants, extrêmement sérieux.
qui se posent, en fait, qui ont été, je pense, déjà le déclic au mois de mars. La question de la paupérisation des populations. Absolument. Le chômage avec les entreprises qui sont en train... Parce qu'en fait, les gens ne voient pas que beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Absolument. Parce qu'elles n'ont pas pu résister À la Covid. à la Covid. Le programme de résilience ne leur a pas donné ce qu'il fallait pour peut-être avoir les bases solides. Et la relance, elle est juste théorique, elle n'est pas là. Donc on n'a pas l'argent qu'il faut. Pour relancer l'économie sénégalaise, on a besoin de milliers de milliards. Il faut payer la dette intérieure, elle est de 900 et quelques milliards. On a peut-être payé là-dedans 100 milliards. Et la France veut relancer notre économie pour mieux nous pressurer, c'est ça? En fait, la France ne sera jamais notre ami. Non, c'est clair que la France, vis-à-vis des pays comme le Sénégal, c'est tactique, nous regarde comme un marché potentiel. La population va doubler. Ils ont besoin de vendre leurs biens et leurs services. Il leur faut un marché. La population vieillit. Notre population, effectivement, se rajeunit et augmente. Mais pendant ce temps, les entreprises sénégalaises dénoncent le fait qu'elles perdent des marchés au profit des multinationales. C'est là qu'on devrait se concentrer, beaucoup plus que sur ces questions de marquage à la culotte, où le président sent un peu le vent du boulet passer au mois de mars, dit il faut que je me remobilise. Bon, ça a tourné, même lui-même le dit. Il dit toujours, maintenant ce n'est plus le président qui parle, c'est l'homme politique. Ça dit que... Mais non, c'est que lui, en fait, j'aime bien parce qu'il se cache même pas. Le boulet. Oui. Donc, il a senti le vent du boulet au mois de mars. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je remobilise. Parce que certainement qu'au niveau... Vous avez vu qu'au mois de mars, son appareil a disparu. Absolument. Il n'a vu personne autour de lui. C'est désert total. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Ils sont allés se cacher. Les gars ont été allés comme les rats qui quittent le navire. Voilà. Et donc, il s'est dit, attention, apparemment, je suis seul. Et donc, là, il va au contact pour se rejauger lui-même, pour savoir déjà qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il pèse. Et pour aussi tester, pour voir si ses velléités pourraient passer ou pas. Déjà, parmi les gens qui se bousculent, qui pèsent quoi? Parce que ça aussi, il faut dire que moi, je l'ai toujours sous-estimé. Mais en face aussi, l'opposition qui a compris la tactique aussi. Bien sûr, l'opposition suit. Et donc, je dis que malheureusement, ça va nous replonger dans une campagne électorale avant l'heure. Et on y est, plein. L'opposition dit, Macky a encore pris un train d'avance, on le suit. Et ils ont annoncé déjà qu'ils vont, le 23 juin, il y a encore apparemment une manif. Tout cela, effectivement, c'est pour dire, oui, nous sommes là. Les gens qui étaient au mois de mars, qui vous avaient un peu fait vaciller, sont encore là. Et ce rapport de force qui va se tenir entre nous d'ici le mois de janvier, risque de nous faire perdre effectivement de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie. L'économie qui est que le Sénégal, l'économie bat de l'aile. On reçoit un peu d'argent, 350 milliards de la Banque mondiale, des FMI, mais quand ça vient, ça part tout de suite. Parce qu'on a une dette de 90 milliards qu'on paye tous les mois. Et le président ne se trompe pas, il crie sur tous les toits, il faut annuler la dette. Parce que si on n'annule pas la dette, nous sommes étranglés. Nous sommes en train d'arriver au niveau de 70% de taux d'endettement, qui fait que les gens, soit nous ne prêterons plus, soit nous prêterons sur le marché financier à des taux, parce que là, on a eu un rachat de dette à un taux plus faible, mais sur une maturité plus longue. Si vous calculez, on ne gagne pas au change. Ça permet juste d'avoir un peu plus d'air pour respirer, mais bon, on ne gagne pas au change. Moi, je pense effectivement que le marquage à la culotte que nous vivons entre l'opposition et le pouvoir, ça va nous faire perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est surveiller les prix qui sont en train de flamber. Les ménages sont de plus en plus fatigués. Les gens mangent de moins en moins bien. Ça va faire quoi? Ça va faire en fait que les gens seront de moins en moins en bonne santé. Et on va revenir effectivement donc au square, donc à la case des Mais au fond, c'est les citoyens qui trinquent. Mais les citoyens trinquent toujours parce que, comme vous le dites... Apparemment, ils adorent aussi trinquer, les citoyens aussi, quelque part. Non, ils adorent trinquer, des fois. Oui, je suis... Ils suivent les gens comme des bétails. Je suis sidéré. Comme je dis, il faut toujours avoir du recul pour regarder la société, comment elle fonctionne. À peine on a déterminé des dates, à peine donc les mouvements pour les droits de la démocratie donc s'élèvent, à peine on a fixé du 15 juin au 15 juillet l'inscription au truc, et à peine les conseils... Apparemment, ils disent que c'est faux. Oui, c'est faux. À peine... L'info n'est pas bonne pour le moment. Ok, d'accord. C'est des fake news. Ce que je vois, moi, donc, c'est-à-dire que j'essaie d'analyser les faits. Hier soir,
j'étais sidéré de voir ce qui se passe. Hier soir, jusqu'à presque 4h30 du matin, de la Padoie jusqu'au Grand Théâtre, embouteillage monstre. On dirait, je ne sais pas, le 31 décembre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un concert oui, c'est ça, Wally Seck. C'est incroyable. Ah oui, c'était où? Au Grand Théâtre. Incroyable. J'ai tombé des nues. Ils aiment ça, les Sénégalais. Non, le problème qui se pose, c'est que la politique, ça les arrange. Au lieu que les gens se focalisent sur l'essentiel, on les divertit. Et maintenant, les divertissements, ça va avoir de plus en plus lieu. Et quand on regarde le problème de l'avion présidentiel qui arrive le 16, donc tous les médias vont parler du divertissement, des trucs, au détriment de l'essentiel. Avec du recul, je me dis, mais c'est incroyable. Ils vont maintenant multiplier. Là, j'ai entendu l'autre jour, Wally Seck, je ne sais pas, était à Matam ou à Podor. Il va y aller. Voilà, donc maintenant, on va les amuser tous. Comme ça, ils vont avoir l'esprit ailleurs que sur l'essentiel parce qu'il y a des trucs qui arrivent. Et c'est ça ils prennent les gens pour des cons. Et le problème qui se pose, c'est que la façon de faire la politique a complètement changé. Mais on a des acteurs qui sont avec des vieilles méthodes qui ne marchent plus. Il faut qu'ils se mettent en tête, tous les politiciens réunis, il faut qu'ils se mettent en tête que leur discours est obsolète. Il faut faire reset. Mais apparemment au Mali, ça ne joue pas, ça ne joue plus. On est dans du sérieux au Mali. On voit aujourd'hui ce qui se passe avec le gel de l'opération Barkhane qui sera réorienté selon Macron. Parce que, est-ce que c'est la géopolitique qui se joue au Mali entre les Russes et les Français? Non, vous savez, le Mali en fait n'est pas comme le Sénégal. Autant nous, dans notre armée, avons beaucoup d'officiers qui ont été formés soit à West Point, à Meknes ou à Saint-Cyr. Autant au Mali, beaucoup d'officiers ont été formés en Russie. La moitié des généraux, je peux peut-être dire... Assimi Goïta lui-même venait de formation en Russie. 75% des généraux, avant de faire son coup. Ils parlent russe comme ils parlent bambara. Ça crée des liens. Oui. Et la France, ça c'est depuis Modibo Keïta. La nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas là, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là, c'est que quelqu'un d'autre est là. Et les officiers maliens parlent russe comme les officiers russes. Ça facilite beaucoup de choses en fait. Exactement. Et la France le sait. Elle le sait d'autant plus qu'elle a vu la Russie mettre pied en Centrafrique. Et les Africains commencent à se rendre compte que, en fait, nous parlions de la France, mais la France n'est pas si indispensable que ça. Et qu'elle peut être remplacée. Et les Français le savent. Je pense que pour ceux qui suivent un peu la situation géopolitique, ça fait plus de 8 mois que les Français parlent de l'opération Barkhane en termes de coûts économiques et humains insupportables. Barkhane aura coûté 7 milliards d'euros. C'est énorme. Exactement. Pour un pays comme la France. Et Macron va en campagne bientôt. Il va en campagne. C'est une question intérieure très intéressante. On va lui poser la question sur Barkhane, ce que ça a coûté, aussi bien sur le plan financier. Au début, c'était 600 millions d'euros par an, mais c'est monté tout de suite à 1 milliard, 1,4 milliard par an. Donc là, c'est 7 milliards que ça Mais elle gagne en contrepartie combien la France? Oui, parce que même le Mali n'est pas un pays pauvre. Il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a beaucoup de choses. À condition qu'elle y reste. Oui, à condition qu'elle y reste. C'est-à-dire, actuellement, peut-être qu'elle aura investi beaucoup d'argent. En retour. C'est l'investissement. Et qu'au retour, il peut arriver effectivement des officiers qui parlent russe qui vont dire, bon, nous aussi, nous sommes là. Et ce qui est certain, c'est que dans le Sahel, ces gens savent des choses que nous ne savons pas. Ils savent ce qu'il y a dans le sous-sol. Ah oui. Bien sûr. Peut-être nous ne savons pas. Ou peut-être nous savons peut-être le 10e de ce qu'ils savent. Mais il y a l'uranium au Niger. La France a des centrales nucléaires. Moi, j'ai lu un document. Il n'a pas une goutte d'uranium chez elle. J'ai lu un document dans lequel on me parle d'une mer intérieure d'eau douce. Et c'est les prochaines guerres. Exactement. Les prochaines guerres, c'est l'eau. Vous avez tout compris. La prochaine guerre mondiale, elle sera liée à l'eau. C'est l'eau. Vous avez vu déjà les problèmes qu'il y a entre l'Éthiopie et le barrage. Sur le barrage, qui risque d'assécher un peu la partie nord du Nil. Et les Égyptiens, ils sont prêts à faire la guerre pour ça. L'eau sera la bataille décisive des années à venir. Et on parle de cette mer intérieure d'eau douce. Elle existe. C'est ce que Kadhafi a fait avec ses oasis. Voilà. Ces oléoducs là pour. Et donc, les Français, pour moi, je pense que
il y a un alibi, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont peut-être investi pour peut-être la galerie, entre guillemets, et que les Maliens ont compris qu'ils ont une solution de rechange qui est leurs copains russes, si jamais effectivement la France partait. L'opération Barkhane, va effectivement donc actuellement se retourner à une sorte de mini Barkhane avec juste les unités d'élite qui vont faire des actions ciblées, mais que l'opération elle-même dans sa lourdeur en termes de 5500 hommes, des hélicoptères, des avions, elle va disparaître parce que économiquement la France ne peut plus tenir. Mais est-ce que c'est pas aussi bien joué par les officiers maliens qui savent aussi jouer les intérêts de leur pays en fonction aussi des forces en présence, équilibrer un peu la mainmise de la France sur le Mali? Je ne pense pas même que ce soit. Je pense pas que ces officiers ont ce niveau d'analyse. Hein? Non, je dis, le problème, je ne les sous-estime pas, parce que le problème qui se pose, c'est que un officier, il n'a pas de stratégie, donc comme le politicien. Ils ont des conseillers. C'est-à-dire que ils ont des conseillers. Quand je parle de stratégie, ils ont des conseillers aussi. Hein? Non, je dis quand c'est je des parle. grands stratèges. Non, quand je parle de stratégie, c'est tout à fait normal quand on fait un coup d'État qu'il n'y ait pas le silence. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on fait un coup d'État, il faut déjà le justifier. C'est tout à fait normal. Ça, on s'y attend. Le problème, c'est qu'une stratégie, elle n'est pas du court terme. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, en termes stratégiques, de remplacer. La France, donc, a fait beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs. 7 milliards qu'ils ont investis là, c'est rien parce qu'ils en ont gagné des centaines et des centaines de milliers de milliards d'euros. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant, ils sont en train de décimer complètement les économies et les ressources de nos pays. Donc ils ont assez gagné. Leur économie aujourd'hui tient par rapport à nos pays. Si je donne l'exemple, par exemple, j'aime bien donner l'exemple de l'Espagne et le Portugal. Lorsqu'ils ont libéré les colonies, par exemple, lorsque les colonies ont été libérées en Amérique latine, l'Espagne est devenue un pays du tiers-monde. Le Portugal est devenu un pays du tiers-monde. Je peux vous dire, quand j'étais étudiant, quand je traversais l'Espagne pour aller, par exemple, au Maroc, vous venez jusqu'à Hendaye, vous descendez avec vos valises, vous traversez les rails pour prendre le train de trucs, parce que les écartements n'étaient pas pareils. C'était le tiers-monde total. Vous voyez ce que je veux dire? La France, lorsque tous ces pays-là dont il tient beaucoup, Réunion, Martinique, Guadeloupe, tout ça là, quand ils s'en vont, les précarés, ils vont devenir un pays sous-développé. Et ça, je veux dire, beaucoup de Français donc, ils le savent, ceux qui sont dans les arcanes. Vous avez aujourd'hui la francophonie. Ils sont en train de faire de l'influence. Et de l'influence, qu'est-ce qui fait la francophonie? 70% ce sont des Africains. Si tous les Africains font comme le Gabon, qu'ils partent vers le Commonwealth ou autre, ou font comme le Rwanda, pourquoi la France n'est pas le pays le plus puissant d'Europe, même au niveau de l'Union européenne? La banque, ce sont les Allemands. La finance, c'est les Allemands. Et pourquoi l'allemand n'est pas parlé comme une langue des Nations Unies? Pourquoi? Puis, ils ont la puissance au niveau financier et au niveau technologique, au niveau truc en Europe. Et parce que la France, donc, ce sont ces anciennes colonies qu'il essaie de garder, de préserver pour que la langue française soit une langue donc, de communication et d'influence. Et tout ce qu'ils font là, c'est ça. Les Français, pour les remplacer, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, parce que le contexte international et géopolitique le permettent. Mais attention, là beaucoup de dirigeants africains qui sont partis à contre-courant des idées de la France ont payé, hein? Non, mais ça, c'est Personne avant. ne sait aujourd'hui pourquoi Idriss Déby a été tué. Ça, c'est avant. Il y a une grosse question sur la mort de Déby. Oui. Qui a tué Déby? Jusqu'à présent, l'enquête n'a pas été faite. Oui, donc, on attend. Il y a d'autres points d'interrogation. Il y a d'autres présidents africains. Thomas Sankara, entre autres, oui, éliminé. On ne sait pas encore pourquoi. Qui a tué réellement Thomas Sankara? Qui était derrière? Les commanditaires, c'est qui? Non, j'ai dit, les commanditaires, c'est clair. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Il faut se poser la question. Les commanditaires, ce sont les Français. Ils gèrent leurs intérêts. Moi, je sais de quoi je parle. Et la menace est encore sur j'ai dit, je sais ce dont je parle. Donc, les commanditaires, ce sont les Français parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts. Ouais. Mais aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Quand vous faites de la stratégie, on n'a pas de stratégie fixe. On a des stratégies mouvantes. Mais ils s'adaptent. Les non, Français s'adaptent. Aujourd'hui, on ne peut pas faire... On ne peut pas faire comme on a fait, comment il s'appelle, Sankara, venir détruire, remplacer le truc. C'est fini ça. Mais on a vu quand même les empoisonnements à travers l'eau. En Russie, Navalny a failli laisser sa vie juste avoir bu une bouteille d'eau. Exactement. Et tout ça, c'est des menaces qui sont très présentes. Exactement. Non, je ne dis pas ça pour
mettre la pommade, pour passer la pommade à mes anciens amis donc, du Britannique militaire, mais je voulais mettre un bémol à ce que disait M. Soumaré sur la capacité stratégique des officiers. C'est les plus grands stratèges au monde. Oui. C'est les plus grands stratèges, même politiques au monde. Bien sûr. Maintenant, le fait qu'ils soient en uniforme et avec le devoir de réserve fait qu'ils ne parlent pas. Mais ce qu'ils savent de ce pays, sur le plan de sa trajectoire et autres, je peux vous garantir que les politiciens ne savent pas ça. Mais eux, ils le voient sous l'angle du contrôle de l'espace géographique territorial. Mais ils ont des plans sur les 30 ans qui viennent, ils savent. Exactement. Donc ça, c'est de la stratégie pure. Maintenant, le fait qu'ils sont soumis aux politiques fait qu'il y a des choses effectivement sur lesquelles parfois ils ne sont pas d'accord, mais ils se taisent, mais ils savent effectivement ce qu'il faudrait faire. Et les politiques sont soumis à la pression de la France. La France. Maintenant, malheureusement pour nous, nous sommes encore extrêmement dépendants de la France sur le plan politique. Exactement. Le dernier sommet donc, sur le financement de l'Afrique, de la relance des économies africaines, le grand bluff, oui. Parce que il n'y a pas une dette africaine, il y a plusieurs dettes. La dette au Sénégal n'a rien à voir avec la dette est-ce que réellement il y a une dette malienne? Oui. Est-ce que réellement il y a une dette? Il faut faire la compense. Si on faisait la compense entre les flux financiers illicites, ça a déjà payé la dette. Oui, d'accord, mais malheureusement, on a signé qu'on leur doit. Quand vous signez que vous devez, même si vous êtes trompé, vous vous êtes trompé tout seul, parce qu'on ne vous a pas forcé à signer. On doit. On doit malheureusement sur des choix sur lesquels on a été mal conseillé, on a suivi ces conseils, on n'était pas obligé de les suivre. Par exemple, sur le plan économique, il y a des choses auxquelles nous avions dit oui à la Banque mondiale, au FMI, l'Asie avait dit non. Et à l'arrivée, l'Asie avait eu raison de refuser certaines choses. Voilà. Nous, on nous a démantelé tous les dispositifs d'appui du secteur privé, du monde rural, de l'éducation, de la santé, que la Banque mondiale avait considéré comme des dépenses sociales, alors que c'est des dépenses d'investissement. Former quelqu'un, c'est un investissement. Absolument. Voilà. Mais vous savez, l'école a été pulvérisée avec le plan d'ajustement structurel. Ce sont ces plans qui ont pulvérisé l'école. Les enseignants qui ne voyaient plus l'intérêt d'être là ont fait les concours d'entrée à l'ENAM. Et comme c'est des gens extrêmement bien formés en général, les enseignants, ils ont tous été admis à l'ENAM. Ils sont maintenant gouverneurs, préfets. Après, on n'a plus de volontaires, des vacataires. On a perdu on a perdu les meilleurs de l'enseignement. Je pense que, moi je le dis, la pire erreur qu'on a faite avait été de dire aux enseignants, vous pouvez faire les concours professionnels pour aller à l'ENAM, pour aller au CFPA. Il ne fallait pas. Parce que, ils étaient bien formés, ils ont fait les concours, ils ont été admis, mais derrière eux, le désert. Et on paye ça. On paye actuellement le fait que dans l'éducation, les meilleurs soient partis. Absolument. Et ça, il faudra une génération pour repartir, pour réparer cela. Mais justement, je voulais lui dire que par rapport aux militaires, ils ont un système de renseignement, le renseignement militaire. Mais l'intelligence? Non, je ne les sous-estime pas. Ouais. Je sais donc que le renseignement militaire est très efficace en termes de géopolitique, en termes territoriaux. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis tout à fait... Je ne le balais pas. Mais est-ce que le renseignement militaire, il peut être efficace dans un pays où vous dépendez pour votre Internet d'Orange, vous dépendez de votre téléphone d'Orange, qui est sur écoute, et vous êtes sur écoute? Est-ce que vos renseignements valent quelque chose dans ce monde? Le renseignement militaire peut le savoir. Entre le renseignement militaire, c'est de comprendre... Je parle de la communication. Oui, de comprendre comment il y a un canal sur lequel tu dois de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, l'autre volet entre dans la politique, mais eux, ils comprennent. C'est pourquoi je disais que entre comprendre et agir, il y a deux actions. Les militaires ont une bonne compréhension. La question que pose Alassane, c'est que... Est-ce que tu peux... Tout ce que nous savons... Voilà. Les Européens le savent aussi bien que nous, soit mieux que nous. Non, les Européens ne comprennent rien. Ils savent. Non, c'est-à-dire que peut-être que peu de militaires non, je voudrais européens... juste poser une question. Si vous prenez votre téléphone portable, vous voulez parler en correspondant sénégalais pour pas de renseignements, mais vous êtes sur l'écoute. Bien sûr. Ils savent très bien tout ce que vous dites. Bien sûr. Ils peuvent anticiper sur votre analyse. Bien sûr. La contrecarrer. Non, la raison pour laquelle je dis ça... C'est que si vous allez dans ces ambassades ou dans ces ministères européens, il y a des cellules, par exemple la cellule Afrique. Il y a des taupes. Il y a des taupes. Elles ne changent pas. Quel que soit le régime qui passe. Il faut des renseignements. De Chirac, de Giscard à maintenant, les mêmes personnes sont là. Et parce que ça, c'est la mémoire institutionnelle. Et ces personnes ne sont pas des politiques. Ils écoutent, ils analysent. Oui. Ils décortiquent. Elles sont là pour l'intérêt de la France. Quel que soit le gouvernement socialiste, même si Marine Le Pen venait demain, ces cellules Afrique, Europe, Asie ne changeraient pas
parce que c'est des cellules qui travaillent sur la longue durée. Et ils l'ont La africanisé. prospective. Ils l'ont africanisé. Et ils ont Avec des effectivement, Africains bons des teint. Africains. Oui, bons les teint. Africains qui travaillent pour eux. Oui, travaillent bon pour teint, eux. ils travaillent Ils sont- pour eux. absolument. Exactement. Pour noir, masque blanc. Des télés, des radios, voilà. Exactement. Je ne veux citer personne, mais qui travaillent pour ces gens-là. Exactement. En termes de collecte Ils sont de d'informations. Mais c'est là-bas que je veux demander pourquoi l'Afrique n'arrive pas à avoir une stratégie en interne qui lui appartient à elle seule pour justement contrecarrer ces Mais il faut ces stratégies. dépolitiser. Il y a des fonctions qu'il faut Je pense dépolitiser. que aujourd'hui, on est dans un monde du média, de la connaissance. Et les enjeux aujourd'hui, l'enjeu de l'influence de la France n'a pas intérêt que les Africains comprennent comment ça se passe. Mais la Chine a créé son Mais propre réseau, la Chine réseau a Internet. son réseau. On ne peut pas l'écouter, la Chine. On est dans des jeux d'influence dans le monde. Ces jeux d'influence, tous les grands pays ont, dans ces 3 pôles d'intelligence économique, développé la zone influence. Il n'y a que l'Afrique qui ne comprend pas ce qui se passe. Certains Africains, certains dirigeants politiques, Africains, oui. dirigeants politiques, ils ne comprennent rien du tout Les comment majors. le monde tourne. Mais je veux dire que vous prenez n'importe quel pays, le Japon, la Chine, l'Allemagne, le Canada, la France, les États-Unis, tout le monde a ses moyens de propagande, ses moyens d'influence. Est-ce qu'aujourd'hui il est temps que les Africains s'organisent eux-mêmes en avoir leur propre réseau Internet qui ne peut pas être influencé par les GAFA, qu'ils peuvent mettre en place, eux, Africains, l'intelligence africaine, ça, c'est tout à fait et possible. lutter aujourd'hui contre, justement, les influences extérieures à travers son réseau Internet. Tout à fait possible. Je prends par exemple l'exemple des mails que vous envoyez. Les mails que vous... Aujourd'hui, je t'envoie un mail tout de suite. Là, vous êtes à côté. Le mail, là, il faut qu'il passe jusqu'aux États-Unis pour venir chez vous. Ah oui, parce que ça ne va pas le serveur. Oui, c'est le serveur qui est là-bas. Ça va jusqu'aux États-Unis pour revenir chez vous et on n'est même pas à 2 mètres. Le problème qui se pose, il est là. C'est le problème de comprendre aujourd'hui comment on peut utiliser tout ce qui est technique et technologique. Nous sommes dans l'économie du savoir. Oui, pourtant, il y a une diaspora africaine qui est très bien formée à l'extérieur, qui sont dans ces secteurs-là, qui pourraient aujourd'hui aider l'Afrique à mettre en place son propre réseau. À condition que nos gouvernants en Afrique Comprennent les enjeux. que Absolument. tout n'est pas politique. Tout à fait. Que vous n'avez pas besoin d'appartenir à un parti politique pour servir le pays, L'intérêt pour servir national. l'État. Oui. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas dans des intrigues. Si vous voulez qu'elles viennent, vous leur donnez une fonction extrêmement claire, les conditions de travail claires et une rémunération effectivement donc ad hoc. Conséquente, oui. Et les gens viennent. Et vous le faites, vous leur dites, voilà le plan, voilà ce que nous attendons de vous. Ces gens sont capables de revenir à condition qu'on fasse la part des choses entre ce qui est politiquement utile et ce qui doit être technocratiquement la voie à suivre. Il faut qu'on différencie. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées pour faire plaisir à un président. Bien Ce sûr. qui les intéresse, c'est le pays. Absolument. Voilà. International. Parce Tout à qu'ils n'attendent rien du président. C'est clair. Voilà. Donc ça, il faut qu'on en arrive au fait que faut arrêter de dire il est contre le président parce qu'il a effectivement dit quelque chose qui soit contraire à la vision du On est président. dans un pays de liberté. L'intérêt Chacun Il faut dit ce qu'il pense. je suis dans un pays où les gens placent l'intérêt national d'abord avant l'intérêt Absolument, c'est ça qui est particulier. C'est extrêmement important. Si on dépolitise certaines choses, les Africains rentreront en Afrique parce qu'on aura enlevé les questions de clan, d'ethnie, d'appartenance politique. Exactement. Et c'est comme ça qu'on se construira, pas Exactement. autrement. Malheureusement, le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Ahmad Soumaré, qui est spécialiste de l'intelligence économique. Ahmad Soumaré a créé le père d'intelligence économique et développement. Ahmad Soumaré est le président de SOPEL International et du Centre africain de la nouvelle économie, CAN, Executive Education. Et Mbaye Sil Khouma, que nous recevons toujours avec beaucoup de plaisir, avec ses analyses très limpides, économistes aussi, et spécialistes de développement. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première